Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire incroyable, celle d'un tournant majeur qui a complètement redessiné notre planète. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout est parti d'une gigantesque erreur. Alors, on attaque direct avec cette question un peu folle. Imaginez, et si la plus grande découverte de toute l'histoire, la découverte d'un continent entier, n'était en fait rien d'autre qu'une colossale erreur de calcul? C'est de là qu'on part aujourd'hui. Accrochez-vous. Bon, alors pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut rembobiner. On est au XVe siècle, et l'Europe fait face à ce qu'on pourrait appeler un très gros problème de livraison. Le contexte, c'est ça. En 1453, un événement capital se produit. Constantinople tombe aux mains de l'Empire ottoman. Et ça, c'est un séisme économique. Pourquoi ? Eh bien parce que Constantinople, c'était la porte d'entrée principale pour tous les produits de luxe qui venaient d'Asie. Les épices, la soie, bref, tout ce qui faisait rêver. Du jour au lendemain, cette route est contrôlée par les Ottomans, qui imposent des taxes énormes. Le commerce devient hors de prix. Pour vous donner une idée, le poivre valait quasiment son poids en or. Clairement, il fallait trouver une autre solution, et vite. La question qui brûle toutes les lèvres dans les cours européennes, surtout au Portugal et en Espagne, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour aller chercher nos épices en Asie sans devoir filer la moitié de notre fortune aux Ottomans? Le challenge est lancé. Et pour relever un défi pareil, le courage ne suffisait pas. Il fallait une véritable mise à jour technologique. On passe de la navigation tranquille où l'on ne perd jamais la côte de vue avec des cartes, disons, assez approximatives, à la navigation en haute mer. C'est un changement de mentalité complet. Et pour ça, il faut de nouveaux outils. Et les voilà, les fameux outils qui vont tout changer. D'abord, la star, la caravelle. Une invention portugaise, un bateau beaucoup plus rapide, plus maniable, taillé pour l'exploration. Ensuite, l'astrolabe, une sorte de GPS ancestral qui permet de se repérer grâce aux étoiles. Et bien sûr, la boussole pour garder le cap. Avec ce starter pack de l'explorateur moderne, les marins vont enfin oser affronter le grand bleu. Ok, deuxième partie. On a la motivation, on a les outils, il est temps de mettre le plan à exécution. L'idée, c'est de trouver cette fameuse nouvelle route. Mais, petit spoiler, le résultat va être complètement inattendu. Alors le plan, sur le papier, il est presque génial de simplicité. La route vers l'Est est bloquée, pas de problème. La Terre est ronde, non? Donc si on part plein ouest, on finira bien par arriver en Asie par l'autre côté. Celui qui vend ce projet un peu fou, c'est un certain Christophe Colomb. Et le 12 octobre 1492, après des semaines en mer, il accoste. Mission accomplie, ou presque. Sauf que, voilà le rebondissement. Colomb est absolument persuadé d'être arrivé en Asie, dans les Indes. Il mourra d'ailleurs avec cette certitude. C'est un autre navigateur, Amerigo Vespucci, qui, quelques années plus tard, va réaliser le truc incroyable. Il ne s'agit pas de l'Asie, mais bien d'un nouveau monde, un continent dont personne ne soupçonnait l'existence. Et c'est de son prénom, Amerigo, que ce continent tirera son nom, l'Amérique. Et là, tout s'accélère. En quelques années, la vision que les Européens ont du monde explose. Tout ce qu'ils pensaient savoir est à revoir. Dès 1507, un cartographe, Woutze-Müller, publie une carte révolutionnaire. Pour la première fois, on y voit ce nouveau continent avec le nom America écrit dessus. Imaginez le choc à l'époque. Troisième partie. Et là, attention, l'ambiance change. L'émerveillement de la découverte va très vite laisser place à une ère bien plus sombre. L'âge de la conquête. Une histoire d'or, mais aussi de larmes. Et les nouveaux protagonistes de cette histoire, ce sont eux, les conquistadors. Le nom est assez clair, non ? Ça vient de l'espagnol, ça veut dire conquérant. Ce sont des aventuriers qui débarquent en Amérique avec une seule idée en tête, devenir riches et vite. Ils cherchent l'or, la gloire, les terres, tout et tout de suite. Regardez ces chiffres, c'est juste hallucinant. Cortés part affronter l'immense empire aztèque avec 450 hommes. Pizarro, lui, s'attaque à l'empire inca avec 180 bonnes hommes. C'est David contre Goliath à une échelle continentale. La question est simple, mais comment ont-ils fait ? La réponse, elle est brutale. D'abord, l'avantage technologique. Les armures en acier, les chevaux et surtout les armes à feu. Ensuite, un allié invisible et terrifiant pour les Européens, les microbes. Les maladies qu'ils amènent vont faire des ravages. Et enfin, une violence inouïe. Ce témoignage de Bartholomé de Las Casas, un prêtre qui était sur place, dit tout. Quatrième partie. Parce que cette conquête n'est pas juste militaire, elle va donner naissance à quelque chose de totalement nouveau. Un système économique mondial, la première mondialisation. Et tout va à une vitesse folle. En 1494, à peine 2 ans après l'arrivée de Colomb, l'Espagne et le Portugal se partagent littéralement le monde en deux avec le traité de Tordesillas. Ils ne savent même pas encore ce qu'il y a, mais ils le partagent déjà. Ensuite, les empires tombent les uns après les autres et quasi immédiatement l'exploitation des ressources commence.
Et la machine économique qui se met en place, c'est ça, le commerce triangulaire. C'est le cœur du réacteur. Des bateaux partent d'Europe avec des marchandises, les échangent en Afrique contre des captifs, qui sont ensuite déportés de force vers les Amériques dans des conditions atroces, c'est la traite négrière. Là-bas, les navires repartent en Europe, les cales pleines de sucre, de coton, d'argent. La boucle est bouclée. Un système terriblement efficace et terriblement inhumain. Et ce qui fait tourner ce commerce, c'est l'économie de plantation. Imaginez d'immenses fermes qui produisent du sucre, du tabac, du café, très demandés en Europe. Et tout ce modèle, absolument tout, ne fonctionne que grâce au travail forcé des esclaves. On arrive à notre dernière partie. On va s'intéresser maintenant aux conséquences humaines de tout ça. Parce que ce n'est pas une simple rencontre entre deux mondes, c'est une véritable collision. Ce chiffre, il est difficile même à concevoir. Moins 90%. En un siècle, on estime que la population des Amériques a chuté de 90%. La raison principale, c'est le choc microbien. Les Européens sont arrivés avec leurs maladies, la variole, la rougeole, et les systèmes immunitaires des peuples autochtones n'étaient absolument pas préparés. C'est le plus grand effondrement démographique de l'histoire humaine. Face à cette situation, une crise de conscience éclate en Europe. En Espagne, on organise un débat officiel et surréaliste, la controverse de Valladolid. La question posée est à la fois simple et glaçante. Les Amérindiens ont-ils une âme? Sont-ils des êtres humains? De la réponse dépend tout leur sort. Deux visions du monde s'affrontent. D'un côté, Sepúlveda. Pour lui, les Amérindiens sont des êtres inférieurs, des esclaves par nature, qu'il est légitime de dominer. De l'autre côté, Bartolomé de las Casas. Lui, il prend leur défense et martèle qu'ils sont des hommes libres, dotés d'une âme, et qu'on doit les traiter avec dignité. C'est l'un des premiers grands débats de l'histoire sur les droits humains. Bon, alors si on doit résumer toute cette histoire en une seule phrase, la phrase à retenir, ce serait celle-là. En partant chercher une simple route commerciale, les Européens n'ont pas seulement trouvé un continent. Ils ont inventé un nouveau monde. Un monde interconnecté, globalisé, pour le meilleur et pour le pire. Et je vous laisse avec cette question. Cette première mondialisation, née d'une erreur de calcul, a-t-elle vraiment connecté les différentes parties du monde ou, au contraire, a-t-elle surtout créé des fractures et des inégalités dont on voit encore les cicatrices aujourd'hui? La réflexion reste ouverte.